qui enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, qui enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, le qui enchaîne. Ouais, le qui enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, le qui enchaîne, on anticipe demain. Ouais, le qui enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, le qui enchaîne, on anticipe demain. Dans ce monde de crypto où tout est mouvant. Ouais, le qui enchaîne, on scrute le terrain. Dans le lit qui enchaîne, on anticipe demain. Ouais, le qui enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, le qui enchaîne, on anticipe demain. Dans l'univers on shine, on inspecte les flux. Sacha et Beauty traquent les mouvements, c'est pas flou. Les whales bougent des montagnes, les baleines font des vagues. Sur Etascan, on traque chaque bague. Smart contracts s'activent, les odeurs sont en place. Net, realize, profil au loss, on calcule sans espace. Tokenomics en jeu, on analyse les patterns. Glassnode et CryptoCamp pour capter les lanternes. Sacha et Beauty, toujours en quête de gain. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Sacha et Beauty, on décode le refrain. Ouais, Lookin enchaîne, on anticipe demain. Pump and dump, détecter, faut être rapide. Les baleines manipulent, mais on reste lucide. On explore chaque recoin avec nos outils précis. Glassnode nous guide dans ce monde indécis. Binance, listing en vue, les prix s'envolent. CryptoCamp alerte sur les mouvements qui décollent. On inspecte et on analyse chaque transaction avec Sacha et Beauty, toujours à l'action. Sacha et Beauty, toujours en quête de gain. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Sacha et Beauty, on décode le refrain. Ouais, Lookin enchaîne, on anticipe demain. Dans ce monde de crypto où tout est mouvant, Sacha et Beauty gardent l'œil vigilant. Ouais, Lookin enchaîne pour saisir l'instant présent. On navigue avec flair dans cet océan changeant. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne, on anticipe demain. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne, on anticipe demain. Dans ce monde de crypto où tout est mouvant. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Dans le lit qui enchaîne, on anticipe demain. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne, on anticipe demain. Dans l'univers on shine, on inspecte les flux. Sacha et Beauty traquent les mouvements, c'est pas flou. Les whales bougent des montagnes, les baleines font des vagues. Sur Etascan, on traque chaque bague. Smart contracts s'activent, les odeurs sont en place. Net, realize, profil au loss, on calcule sans espace. Tokenomics en jeu, on analyse les patterns. Glassnode et CryptoCamp pour capter les lanternes. Sacha et Beauty, toujours en quête de gain. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Sacha et Beauty, on décode le refrain. Ouais, Lookin enchaîne, on anticipe demain. Pump and dump, détecter, faut être rapide. Les baleines manipulent, mais on reste lucide. On explore chaque recoin avec nos outils précis. Glassnode nous guide dans ce monde indécis. Binance, listing en vue, les prix s'envolent. CryptoCamp alerte sur les mouvements qui décollent. On inspecte et on analyse chaque transaction avec Sacha et Beauty, toujours à l'action. Sacha et Beauty, toujours en quête de gain. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Sacha et Beauty, on décode le refrain. Ouais, Lookin enchaîne, on anticipe demain. Dans ce monde de crypto où tout est mouvant, Sacha et Beauty gardent l'œil vigilant. Ouais, Lookin enchaîne pour saisir l'instant présent. On navigue avec flair dans cet océan changeant. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne. Ouais, Lookin enchaîne, on scrute le terrain. Ouais, Lookin enchaîne, on anticipe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. C'est Beauty pour Wen. On se retrouve donc pour la
deuxième édition de Looking On-Chain, le format donc d'analyse on-chain, le petit point on-chain qu'on se fait toutes les 2 semaines avec CypherDegen, alias, enfin Sacha, alias CypherDegen, qui m'accompagne. Comment tu vas? Écoute, ça va super bien avec un marché qui reprend des couleurs. Donc, ça- donc on est content. Ça fait plaisir. Il y avait du boulot cette semaine on-chain, non? Il y avait pas mal Oh de choses. punaise, il y avait du boulot tout court et il y avait du boulot on-chain parce que bah, quand le marché repart, les clients s'activent, les gens repartent en euphorie, il y a des opportunités à droite et à gauche. Donc il faut être sur tous les fronts et c'est vrai que c'est pas le plus facile. Mais ça fait plaisir, ça veut dire que le marché il repart. Là, on l'espère, on a pas mal on aura des belles choses devant nous. Yes. Eh ben, écoute, on va débriefer un petit peu tout ça pendant 1 heure. Donc là, on va être en live jusqu'à 17h. Je vous précise à l'avance, on va pas trop déborder pour cette fois. Un petit coucou aussi dans le chat. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, reposter le live pour le diffuser à max parce qu'il y a vraiment de la valeur à l'intérieur. Un petit coucou à Hermès qui nous dit que la musique est pas mal apparemment. Donc j'espère que vous avez kiffé la musique d'intro. Merci Hermès, mon cher Hermès. On essaye de vous balancer des petites créas comme jingle pour chacun de nos formats. Donc on avait le morning live, maintenant on a le looking on chain. Donc plus les formats vont rentrer, plus ils vont essayer de faire on va essayer de faire des petits jingles et des identités sympas. Bon, ben let's go. Ouais, Allez, allons-y. et ben je passe sur ton écran et Sacha va nous faire un petit point sur ce qu'il a vu ces derniers temps pour nous aider à Le but, nous orienter là-dessus. Je te laisse la parole, mon grand. ouais, le but de ce point que je voulais faire, c'était vraiment revenir sur le marché. Où est-ce qu'on en est? Parce que beaucoup bon, ont été très euphoriques du pump qu'on a eu. Ça nous fait toujours plaisir, mais comment est-ce qu'on va essayer de rationaliser ça et de voir où est-ce qu'on peut potentiellement aller? Est-ce que ça y est, let's go to the moon, c'est le bull run? Ou est-ce qu'on a encore des confirmations on-chain, en tout cas parce que c'est mon domaine de prédilection, que moi en tout cas j'ai à confirmer avant de me mettre full risk on dans le marché? Ouais. Encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois et ceux qui sont présents ou qui étaient présents actuellement, moi j'ai deux manières de voir l'analyse on-chain. C'est à la fois la partie macro, donc analyse de marché, où est-ce qu'en est le marché de manière générale, en regardant tous les volumes sur la blockchain. Et ensuite, il y a l'analyse plutôt micro, qui va être l'analyse des transactions. Aujourd'hui, on parlera plutôt de l'analyse macro, dans la mesure où bah, c'est un peu c'est ce qu'on veut savoir, où est-ce qu'on va. Et après, peut-être si on a le temps vers la fin, je reparlerai un peu plus d'analyse micro, de tracking, de wallet, qui là font de l'argent. Mais ça, qu'il neige ou qu'il pleuve, j'ai envie de dire, bah, ces mecs-là, ou en tout cas les gens que je vais traquer, bah, ça fait de l'argent même dans des périodes un peu plus bearish court terme. Ouais. Donc ça, c'est ce que je voulais dire au préalable. Mais dans des moments où en fait macroéconomiquement, on sera dans une période bullish du marché crypto, bah, il y aura encore plus de bonnes opportunités en tout cas à aller chercher. Yes. Eh ben, écoute, allons faire le point Donc, sur tout ça. allons-y, allons-y. Je vais vous montrer pas mal indicateurs qui sont intéressants pour prendre le marché dans son intégralité. Je vais faire l'analyse du marché actuel, mais je vous présenterai à chaque fois des indicateurs que je vous recontextualiserai et qui m'aident beaucoup, moi en tout cas à titre personnel. Donc Le pour premier info, indicateur, avant que Sacha commence, pour info, je vous ai mis le lien du premier live dans le chat, le lien sur la vidéo YouTube, parce qu'on réupload tous les lives qu'on fait sur YouTube pour que vous puissiez les consulter a posteriori. Donc je vous ai mis le lien de la première édition et je vous dropperai le lien de la deuxième fin de cette édition-là quand j'aurai processé tout ça, quoi. Désolé de très t'avoir bien. interrompu. Non, t'inquiète, aucun problème. Premier graphique que je voulais vous montrer, parce qu'il est important, c'est un graphique qui est disponible sur Check On Chain, qui est une solution donc gratuite qui a été faite par Checkmate, qui est un des anciens de Glassnode, qui a fait sa solution et qui est bon, un OG Bitcoin, très bon en analyse on-chain. La première chose que je voulais vous montrer, c'est un peu pour remettre quand même en contexte et redire que tout n'est pas le plus tout beau, tout rose. Je fais mon permabère juste aller en début et après je serai plus bullish pour vous. Mais je fais mon permabère un peu dès le début. Mais simplement pour vous réintroduire une notion économique qui est souvent mal comprise par la plupart des personnes, notamment en crypto, sur la baisse des taux. Ah La oui. baisse des taux, souvent, bah, les gens disent ouais, baisse des taux, ça veut dire que le marché va repartir. Oui et non, en fait. Pourquoi?
Parce qu'une baisse des taux d'intérêt, c'est pas une relation de causalité, parfaite entre le marché et les taux. Les taux, c'est plutôt en fait, on baisse les taux au moment où normalement on anticipe une difficulté économique parce que les taux sont là pour, gérer en fait, l'économie et donc quand il y a de l'inflation, on augmente les taux pour que l'argent soit plus cher, que l'argent soit moins disponible et donc du coup qu'il y ait une réduction de la masse monétaire. Ce qui implique que du coup quand on augmente les taux, bah, les marchés à risque type les cryptos ou type les actions, bah, ça baisse. Mais c'est plutôt une relation d'ordre de, OK, l'économie va mal, on augmente les taux, et vu que l'économie va mal, les marchés à risque perdent. C'est pas parce qu'on augmente les taux que forcément le marché va perdre. C'est ce qu'on a vu ici en 2016-2017, bah, les taux d'intérêt montaient, pour autant, ça ne nous a pas empêché d'avoir un bull run. Et donc, ça, en fait, tout simplement, ça veut dire que on monte les taux, ok, c'est tout simplement pour répondre à une inflation qu'il y a sur le marché, mais l'inflation n'est pas mauvaise pour les actifs à risque, ça il faut le savoir. Et donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, bah pareil, on a réussi à avoir un run pendant toute cette période-là, alors que les taux étaient en train de monter. Et la baisse des taux, contrairement à ce que beaucoup disent, la baisse des taux, ça ne veut pas forcément dire que le marché va aller to the moon. Ça veut dire que l'économie va mal, ça veut dire que, ça veut dire que potentiellement l'économie va mal et qu'on essaye de sauver l'économie en baissant les taux. Et le moment où en fait coïncident souvent les phases de bull run, c'est au moment où les taux sont bas et qu'il y a de l'impression monétaire. Donc forcément, le fait de baisser les taux à long terme, ça peut avoir un impact qui va être positif sur les marchés, mais à court terme, on reste quand même dans une période d'incertitude qui est celle qui nous a bien représenté sur ces derniers mois. Alors certes, on a fait un rebond, ce qui est vraiment bien et c'est un rebond, on le verra pourquoi, moi je le trouve très sain et je suis assez positif sur ce rebond, mais toujours garder à l'esprit qu'il y a cette part d'incertitude et donc gérer votre risque en adéquation avec ça suivant le type d'investisseur que vous êtes. Si vous êtes un investisseur court terme, certes ce genre de news, ce genre de catalyseur, ça peut permettre d'aller faire un petit peu de profit sur des alts, notamment bah, Tao sur lequel on a fait des très très belles perfs sur les 2-3 derniers jours. Ça, là, sur du court terme, c'est intéressant. Sur du moyen terme, il y a un caractère incertain, mais sur du long terme, bah, ça reste très intéressant parce que sur les dernières semaines, l'incertitude qui pesait sur le marché a créé des points d'achat qui étaient très intéressants sur de nombreuses cryptos qui avaient des très bons fondamentaux et qui, pour le coup, s'étaient fait bien dérouiller pendant cette période de 4, voire même 6 mois d'ailleurs qu'on a eu, je crois, Bah, voilà, de ou mars, hein, fin depuis, mars, fin mars, ouais, c'est ça, ouais, fin mars à peu près, d'incertitude qu'on a eu un peu de sur le bonheur en marché. début d'année et après, bim. On s'est fait avoir. Donc voilà un petit peu déjà pour remettre en contradiction, si bon, des personnes dans le chat peuvent me dire s'ils ont des questions, sur ça, mais vraiment garder à l'esprit que aujourd'hui, on a une masse monétaire qui est contrôlée par les banques centrales. La manière qu'elles ont de pouvoir contrôler cette masse monétaire, c'est le taux d'intérêt. Quand le taux d'intérêt est haut, ça veut dire que l'argent est cher. Donc si l'argent est cher, l'argent est moins emprunté et moins redéversé sur les marchés financiers. Si l'argent est moins cher, ça veut dire que l'argent est plus emprunté et qu'il y a plus de liquidité qui va aller sur les marchés financiers. Mais pour l'instant, les taux, ils n'ont fait que baisser un petit peu. On n'est pas encore à des taux qui sont bas. On n'a pas encore recommencé l'impression monétaire. Donc on n'est pas vraiment dans toutes les étoiles alignées pour faire le bull run le plus explosif. Par contre, il est possible de faire des bull runs pendant que des taux d'intérêt sont hauts. Mais ce que ça veut dire, et c'est ce qui s'est passé sur ce début d'année, c'est que les investisseurs, quand les taux d'intérêt sont hauts, ils vont pas aller se risquer énormément sur ils vont pas aller sur les actifs les plus risqués. C'est pour ça qu'on a eu une hyper dominance de Bitcoin en fait, parce que si tu t'exposes dans le risque, bah, tu vas t'exposer sur l'actif le moins risqué des actifs risqués. C'est pour ça que bah, sur la macro, on a eu un run S&P 500 avec, en fait, qui est-ce qui a l'idée le run du S&P 500, si on regarde brièvement. Mais, Ouais, pour j'ai ceux qui ne rejoint savent pas, S&P 500. qu'est-ce que c'est que le S&P 500 d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas. Le S&P 500, c'est tout simplement, on va vulgariser ça, mais c'est un panier d'actions américaines qui sont en rapport avec la technologie, qui sont un petit peu un peu de la même manière que Le S&P, Bitcoin. c'est pas la Et, tech, hein, c'est le Nasdaq, non? Le S&P, c'est pas toute ah crypto? oui, pardon. Mais Ouais, c'est un panier d'actions pour ceux qui ne le sauraient pas. Et en gros, voilà, c'est un indicateur de marché. De la même manière que pour nous, Bitcoin est l'indicateur phare pour le crypto, bah, on regarde le S&P 500, le Nasdaq, pardon, comme tu le disais. Donc voilà, on va regarder ces valeurs-là pour se dire, OK, bah, quelle est la santé du marché global sur les stocks américains.
la plupart du temps. Et là, on voit qu'on a eu un ATH S&P 500, mais cet ATH, en fait, il a été créé notamment par Nvidia, grosse valeur de la tech, et notamment les GAFAM. C'était pas les petites stocks qui allaient créer en fait ce pump qu'on a eu magistral sur le S&P 500. Et c'est un peu ce qui s'est passé en crypto. Au final, contrairement à d'autres bull runs qu'on a pu connaître ou d'autres gens boursières, si ce n'est les mêmes coins, il n'y avait pas beaucoup d'alts qui ont énormément performé sur le marché crypto. Et c'est un peu dû, enfin en tout cas moi c'est ma thèse, c'est dû au fait que les taux d'intérêt étaient hauts et que donc du coup les investisseurs ne se mettent pas trop en risque sur les assets un peu moins capitalisés. Donc là on commence à avoir des choses qui sont de plus en plus positives à long terme pour déclencher un bull run. Est-ce que ce sera cette fin d'année? Est-ce que ce sera la début 2025? On va essayer de le voir ensemble sur des indicateurs qui vont être un peu plus court-termistes. Après, il y a baisse des taux et il y a aussi quantité de baisse des taux, enfin, rapidité de baisse des taux, quoi. C'est ça, quand tu vois, là, quand on était 2020, on baissait les taux. Là, il y avait eu un petit arrêt de la baisse des taux. Bam, on a eu Covid, on est allé à zéro. On a baissé de quasiment en moyenne, les taux étaient aux alentours des 1,5%. On est passé à zéro, tout. Et là, à partir d'avril, on a recommencé le quantitative easing. Et ça a permis en fait que les marchés repartent, parce qu'il y a eu de la liquidité qui s'est mise un peu partout. C'est ça. Et là, Donc, c'est un petit peu. Pardon, je bois en même temps. Mais c'est un petit peu ça, qu'il faut garder à l'œil pour avoir un point de vue qui soit quand même tempéré, suivant l'investisseur que vous êtes, hein, parce que je sais que là, je parle à une communauté qui est grande. Il y a des gens qui sont court-termistes, des gens qui sont, sur du long terme. Donc, et quand je dis long terme en crypto, pas long terme, 10 ans. Et long terme en crypto, c'est-à-dire, un bull run. C'est ça. Donc voilà, c'est à prendre avec, le type de profil que vous êtes. Mais c'est voilà, pour mettre un peu en perspective. Indicateur très intéressant que je voulais vous montrer, qui est un indicateur qui là est encore une fois général. On va aller de plus en plus précis dans les indicateurs aussi pour vous donner plus d'infos, mais qu'à chaque fois on aille un peu, faire un entonnoir sur l'information et petit à petit on va vous trouver des choses qui sont de plus en plus intéressantes. Le RUP, donc le Relative Unrealized Profit, qui est disponible sur Chain Exposed, pareil, une solution gratuite. J'utiliserai pas d'outil Glassnode dans la mesure où voilà, Glassnode c'est payant et tout le monde n'a pas envie de payer pour ce type d'indicateur. Donc je ne vous montrerai que des indicateurs qui sont gratuits. En fin de débat, je serais curieux d'avoir ton avis justement sur est-ce que ça vaut le coup de payer Glassnode et à quel niveau d'expertise ça vaut le coup de le payer. Mais on abordera le sujet plus tard. Là, Avec plaisir. je vais te laisser dérouler. Chain Expose, donc qui est aussi gratuit. Après, la seule chose qu'il y a, et bon, j'anticipe un peu ta question, mais c'est le temps de latence. Glassnode, on est sur du direct en termes d'information. Là où tu vois, par exemple, si on prend sur ce graphique-là, dernière data qu'on a, c'est ouais, 22 septembre, tu vois, c'est il y a 3 jours. Après, cet indicateur-là, il est pas, c'est pas un indicateur court terme, mais plus en fait tu vas faire de l'analyse on-chain à court terme, plus ça va être intéressant d'avoir du Glassnode pour pouvoir avoir des informations directement, quoi. Donc bon, voilà, mais ça, c'est des indicateurs qui, pour 90% tout ce que j'ai montré, en tout cas, pour 90%, je pense, des investisseurs, ça suffira. Personne n'est le plus gros trader court-termiste qu'il pense pouvoir être. Donc, il faut. Non, mais vraiment, c'est juste pour dire que voilà, si on fait du spot, on n'est pas obligé d'avoir du Glassnode à 70 euros par mois ou avoir la version entreprise à, je crois, que c'est 800 balles par mois ou un truc comme ça. Non, encore que maintenant, la professionnelle, je crois, la première, elle est à 30 ou 40 euros par Oui, la mois. 30 balles. Ça peut valoir le coup si vous êtes sur des gens qui maîtrisaient bien l'analyse on-chain. Mais en gros, sur Chain Exposed, ça, c'est le Relative Annualized Profit. Qu'est-ce qu'il vient faire en fait? Toute l'analyse on-chain, la plupart du temps, elle est faite sur Bitcoin parce que Bitcoin est le métronome du marché et celui qui drive ce marché. Donc, ça devient intéressant. Ensuite, pareil, sur des solutions comme Glassnode, vous allez pouvoir avoir de l'Ether qui peut être aussi très intéressant à regarder. Et vous pouvez avoir aussi quelques alts de temps à autre sur Glassnode, donc qui peuvent être intéressants aussi pour faire des analyses. Mais restons sur Bitcoin parce que pour faire de l'analyse générale, c'est très intéressant. Le Relative Annualized Profit, qu'est-ce que c'est? On prend tout simplement toute la supply, donc tous les jetons en circulation sur Bitcoin. On vient regarder avec le coût moyen d'acquisition de tous les holders, donc quand est-ce que vous avez acheté et quelle est la moyenne d'achat sur le marché. Et avec une formule, on vient avoir le Relative Annualized Profit qui est tout simplement bah,
pour la faire simple, est-ce que les gens sont en profit ou est-ce que les gens sont en perte? Tout simplement. Quand on est dans des zones qui est la opportunity Est-ce zone, qu'il y a une notion l'opportunity zone, est-ce qu'il y a une notion de long terme, court terme, de dette latente, de perte latente ou de perte réalisée? sur le relative unrealized profit, donc c'est les pertes, ça c'est les pertes ou profits non réalisés, comme son nom l'indique. Donc on prend, les jetons, qui sont encore en BTC, il y a pas de notion Préciser, ouais. de prise de profit et on vient pas regarder et ça on viendra le voir dans un autre moment, on va pas segmenter le type de holder parce que là, c'est vraiment un indicateur qui va être général sur la santé du marché au global. Après, pour faire de l'analyse un peu plus court terme, on va venir regarder, d'autres indicateurs qui vont venir segmenter les différents types de profils. Mais voilà, donc quand on arrive sur l'opportunity zone, c'est des zones d'opportunité, c'est les zones de capitulation. Bah, on le voit en fait depuis 2012, tous les bottoms ont été timés par cette opportunity zone. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est que les personnes sont en majorité en perte, et donc du coup, bah, on arrive dans des moments de capitulation et c'est les moments les meilleurs pour les rachats. Et bah, forcément, voilà, on a eu un bottom qui a été posé en novembre 2022, et après on est parti, on est parti. On est parti très vite sur ce run qui est monté assez rapidement vers les 1,72. Et on a aussi une autre zone qui est la overheat zone, qui est en fait la zone et le moment où les investisseurs sont tous gagnants et sont tous en euphorie. C'est le marché qui chauffe beaucoup trop. Et ça, c'est un peu le marché sauf qui peut. Et ça, honnêtement, au moment où avec le relative unrealized profit, vous aurez bah, ça, en fait, cette overheat zone qui arrivera, et ça, je vous le dis à tous, mais barrez-vous le moment où le marché commencera à aller dans cette overheat zone. Pour remettre aussi en perspective, avec ceux qui seraient des personnes qui prêchent le malheur et le permabère originel, on n'est pas encore arrivé dans des zones de sur-euphorie. Alors oui, peut-être que certains nous disent oui, mais ça y est, le marché a changé, c'est plus pareil, on a les institutionnels. Je suis pas trop de cet avis-là. Je pense que on est encore sur un éternel recommencement. En tout cas, ce marché ressemble beaucoup à d'autres marchés euh, qu'on a connus. Il a ses différences, comme tous les marchés qu'on a connus. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu l'euphorie qui est l'euphorie de la overheat zone. Là, pour le coup, on a bien baissé. On est reparti sur un indicateur de 1, qui est un indicateur voilà, qui, somme toute, est assez commun. Par exemple, sur 2020, lorsqu'on était sur 1, c'était en novembre 2020. Novembre 2020, c'est le moment en fait, où on était en train de dépasser la TH de 2017 et qu'on avait encore tout un run des 17 000 jusqu'aux 60 000, enfin 63 000 exactement, de top qu'on a eu en 2021. Donc, selon moi, le marché n'a pas encore du tout donné ce qu'il avait dans le ventre et on a encore de très belles choses à aller voir. Donc ça, c'est un peu plus l'aspect général, long terme. On n'est pas sur du court terme. On ne vient pas regarder vraiment les volatilités plus court-termistes. Quelque chose, Très macro, quoi. exactement, mais qui est très intéressant et je le mettrai en lien directement, je pourrais l'envoyer à la fin. Sur ça. Deuxième indicateur qui est très intéressant, et là on commence à rentrer un peu plus dans Je vais essayer de dropper le les plus liens au fur et à mesure. Je vais me plugger sur un navigateur et je vais mettre les liens au fur et à mesure alors, dans le chat. Hop, si tu veux, tu préfères que je te les envoie quelque part? non, non, hop, le RUP, c'est bon. Là, le REP sur. Non, non, c'est bon, je l'ai. Pas de souci. Je vous le Ok. drop dans le chat tout de suite, comme ça, vous avez le lien. Hop. C'est bon. Vous êtes déjà à Voilà. ouais, près de 230 là, c'est cool. En 20 minutes, c'est Ouais. sympa. Merci à tous. Du coup, deuxième indicateur très intéressant pour aller chercher un peu plus de précision dans le marché. Alors, je reviens forcément sur les long-term holders et les short-term holders, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une notion qui est importante en analyse on-chain. Les long-term holders, c'est les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 6 mois. Donc, plutôt les personnes qui, dans une phase de bull run, se sont positionnées avant que ça explose. Les short-term holders, qui sont les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis moins de 6 mois, sont les nouveaux arrivants et les spéculateurs. Spéculateurs qui seraient arrivés très tôt dans le marché. Et souvent, bah, les nouveaux arrivants, c'est ceux qui, un peu, bah, pendant les phases de bull run, sont très émotionnels, capitulent, et c'est souvent bah, ceux on veut juste faire l'inverse de ces personnes-là, en règle générale, et on veut plus se tourner vers les investisseurs intelligents qui, eux, arrivent à faire des très bons moves, acheter quand c'est bas, revendre quand c'est très haut, et gagner leur oseille. Donc c'est plutôt ces personnes-là qu'on va essayer de suivre et les short-term holders qu'on va essayer de voir quand est-ce que eux capitulent. Bah, c'est des bons moments de rachat sur du court terme.
Juste pour vous montrer les long-term holders. Mais les long-term holders, en fait, il faut se dire une chose, c'est que bah, là, quand on était arrivé sur les 73 000, bah, ils étaient à 100% en profit. Parce que forcément, on était à un all-time high. S'ils ont acheté dans les 6 mois derniers, ils étaient à 100% en profit. Là, on a bien baissé. Ce qui est assez positif, ça veut dire que du coup, bah, les long-term holders, on a encore derrière pour pouvoir redevenir à 100% en profit. Il y a souvent des prises de profit qui se font quand on arrive sur les 100%, forcément, parce que bah, les mecs sont tous en profit, donc il y a des prises de profit qui se font, et c'est ces moments-là où la charte s'est impactée par ce type de moment. Et c'est souvent bah, quand on arrive à la TH, on a une prise de profit qui est faite, et après, si le marché en a dans le ventre, il repart, et là, on repart sur cette phase de bull run. Les short-term holders qui sont importants à aller regarder, là, ça paraît un peu illisible, mais on va venir sur 2021 pour venir lire un peu ce qui s'était passé. Là aussi, je vous Hop. lance dans le chat au fur et à mesure, comme ça vous pouvez suivre la charte directement sur votre PC. Souvent, ce qui est intéressant à regarder, c'est que bah, les short-term holders, eux aussi, quand ils sont à 100% en profit, c'est des très mauvais moments de rachat pour vous. Par contre, c'est des très bons moments de prise de profit successifs sur une montée. Et notamment, moi, les short-term holders, je les regarde beaucoup sur Bitcoin pour les alts. Parce qu'au moment en fait, où on a des short-term holders qui sont en souffrance ou qui sont en train de perdre de la thune, bah, c'est les meilleurs moments pour aller racheter des alts, notamment lorsque vous rachetez des alts pendant des périodes qui sont haussières. Et souvent, en fait, les moments où les short-term holders sont en perte coïncident avec des bottoms locaux. Et les moments où les short-term holders sont à 100% en profit, bah, ça coïncide souvent avec des tops locaux. Et ces tops locaux, en fait, qu'il faut éviter, ou en tout cas, enfin, il faut éviter si vous voulez faire de l'achat. Par contre, qu'il ne faut pas éviter si vous voulez faire de la vente. Là, pareil, on a marqué un top locaux qui était ici. Derrière, bah, on est venu faire souffrir les short-term holders. Ils étaient qu'à 50% en profit. Dès qu'on va en dessous de 50% en profit sur les short-term holders, c'est des moments qui sont intéressants pour aller racheter et sur lesquels on a de plus en plus de probabilités d'avoir des bottoms qui se posent. Faut le savoir. Si on prend par exemple ce qui s'est passé sur cette année, qui est somme toute pareil mais un peu atypique sur ce qu'on vient de connaître, parce qu'on a eu un all-time high qui était avant halving. On a eu des short-term holders qui se sont fait bien balader sur les 6 derniers mois. D'ailleurs, je crois que c'était même l'une des périodes pendant un bull market, parce que je considère qu'on est en bull market depuis qu'on a posé le bottom de 2022. C'était pour moi une période de bull, c'était l'une des plus grosses périodes, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, mais d'accumulation et de capitulation en tout cas et de prise de profit, suivant comment on préfère l'appeler, dans une période de bull run. Voilà, on a eu quasiment 6 mois où le marché n'a rien donné, où le marché était plutôt en souffrance qu'en prise de profit, et c'était assez inédit tout de même sur cette partie-là. Donc, si on en revient à nos short-term holders, ce que je disais tout à l'heure, mais vous le voyez, quand on a des short-term holders qui sont en train d'être en profit à 100%, bah, on coïncide souvent avec des tops qui sont locaux. Ensuite, bah, quand on vient les faire souffrir, c'est souvent des bottoms locaux. Quand on est revenu à 7% des short-term holders en profit en septembre, bah, c'est le moment où on a eu bah, ces short-term holders bah, là, on aurait pu raccumuler beaucoup d'altcoins, c'était intéressant. Et pareil, à chaque fois, en fait, on a des bottoms locaux qui se posent au moment où on va en dessous des 50% de profit. Et après, bah, dès qu'on remonte à 100% de profit, on a des tops locaux à chaque fois. Et là, c'est vrai que bah, sur le dip qu'on a connu, qui était celui-ci, bah, on venait à plusieurs reprises en dessous de 10% de la supply des short-term holders qui étaient en profit. Donc, c'était une très grosse probabilité de repartir parce qu'on avait une grosse souffrance de la part des nouveaux arrivants qui dit capitulation. Et donc, du coup, ça nous crée ce type de rebond qu'on a eu et ce type de probabilité de repartir qui est très intéressant. Donc voilà un peu pour ça. Je parle beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas hein, sur. C'est super intéressant, mais ouais, on nous demande aussi, je reçois pas mal de messages, que ce soit sur le Telegram de Wen ou sur en MP, qui nous demandent un petit peu comment on sent le marché, comment on est, etc. Est-ce qu'on a un potentiel d'upside, est-ce qu'on va corriger, etc. Déjà, juste en regardant, et là on en est à la moitié du format, mais juste en regardant quelques indicateurs on-chain, là on va du plus macro au plus détaillé, rien qu'au deuxième niveau déjà. Donc au niveau des short-term holders, on a déjà des informations à peu près assez significatives sur où on en est de ce marché-là. Donc là, clairement, on n'est pas sur un bottom, on n'est pas sur un top, on est au milieu de quelque chose, quoi. Donc ça vous permet un peu de vous situer sur la trend court terme du marché.
Donc n'hésitez pas, ces quelques indicateurs, retenez-les bien. C'est quelques indicateurs qui vous donnent une meilleure vue sur tout ça. Après, on affine, mais voilà. Et ça, c'est indiscutable parce que c'est de la data, c'est on-chain et c'est ce que permet l'analyse on-chain. Je me permettais cette petite entrevue. Avec plaisir. Ensuite, donc on va essayer d'aller de plus en plus dans le concret, dans le détail pour essayer de voir en fait là où il y a des endroits qui peuvent être intéressants et c'est ce qui s'est passé dernièrement. Ça aussi pareil, c'est un autre indicateur qui est assez sympa que j'aime bien regarder, qui va venir en fait reprendre les short-term holders et qui va le croiser avec les bandes de Bollinger. Et ce qui est assez sympa, c'est que ça nous permet en fait d'avoir pendant les périodes de hausse, parce que souvent c'est des choses que les gens enfin ils sont un peu, ils ont toujours un peu cette peur de pas savoir quand acheter, pas savoir quand vendre, surtout sur des alts qui peuvent être assez volatiles pendant des périodes de run. On parle pas de BTC, on parle pas d'Ether, on parle pas de Solana, on parle vraiment des low cap ou altcoin. Quels sont les moments les plus intéressants pour venir acheter ou revendre? Bah, cet indicateur, il est assez intéressant parce que les zones vertes, c'est les zones de oversold, donc quand le marché est survendu. Et là, ça devient intéressant et on le voit qu'on l'a eu à plusieurs reprises sur la baisse. On a eu un marché qui était survendu et les moments où les marchés sont en overheated, donc ils chauffent beaucoup et ça devient là pour le coup plus intéressant de faire des prises de profit et plutôt dans l'attente si vous voulez avoir une perspective plus long terme. C'est des moments où voilà, c'est pas le moment d'aller racheter des alts, c'est pas les moments les plus opportuns pour aller racheter quoi que ce soit. C'est plus des moments où on va prendre des profits si vous êtes plus sur une dynamique court terme, moyen terme, et en tout cas si vous êtes sur une dynamique plus long terme, bah voilà, admirez ce marché et faites-vous plaisir et soyez contents. Mais sachez que vous êtes dans une zone où ça chauffe. Donc ça, c'est assez intéressant sur ce short term holder MVRV Bollinger Band. J'ai mis le lien aussi Qui... dans le chat, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc là, on Voilà n'est tout. pas loin de la zone de chaud, quoi, sur BTC. Là, si on reprend, hop, donc non, pas forcément, parce qu'il y a encore du chemin avant, il va falloir qu'on dépasse cette zone de heated. Mais c'est vrai que, en fait, il faut se dire qu'un marché, plus les variations sont violentes, il y a des susceptibilités, en fait, d'aller avoir des zones de surchauffe. En fait, un marché qui serait sain, c'est un marché qui augmenterait successivement et qui, pour le coup, serait beaucoup plus progressif. C'est vrai que quand tu as des grosses mèches, et des short squeeze qui se passent sur le marché des dérivés, bah, derrière, ça crée en fait des prises de profit sur le spot qui peuvent se faire parce que les gros acteurs, je le rappelle, parce que c'est ceux-là qu'on analyse, les gros acteurs, bah, c'est pas les mecs qui, bah, eux, comme beaucoup de gens parmi nous, attendent le x5, le x10. Eux, c'est des mecs déjà 30, 40, 50%. C'est déjà des très très beaux trades sur des portefeuilles à plus de 20, 30, 40, 50 millions. On n'est pas sur les mêmes ordres, des fois aussi, tu vois. Donc c'est un peu cette différente mentalité qu'il faut avoir. Il y en a beaucoup qui cherchent à faire des exceptionnels rendements, d'autres pas forcément, d'autres ils ont plus des gros portefeuilles et ils essayent d'aller leverager ça. Donc c'est un petit peu aussi les différences de perspectives qu'il faut avoir pour comprendre ce marché dans l'intégralité. Mais ça, c'est un indicateur qui est assez intéressant. Deuxième indicateur qui est un petit peu dans le même esprit, mais qui va venir introduire une notion qui est ultra importante, qui est le Short Term Holder Realized Price. Et aussi le MVRV, qui est en gros Market Value divisé par Realized Value. Quelles sont ces deux choses? Le Short Term Holder Realized Price, c'est le coût d'acquisition moyen des Short Term Holders, donc des personnes qui détiennent du Bitcoin depuis moins de 6 mois. Et ces personnes-là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant les phases de bull run, c'est les personnes qui gagnent de l'argent parce qu'elles sont en euphorie. Et au moment où, en fait, on a la violence du marché qui vient reprendre ses gains, bah là, ceux-là, ils se font détruire. Et c'est souvent en fait comme ça, et c'est tout le temps un éternel recommencement. Donc on en parlait sur les choses un peu plus locales. Là, si on en parle sur une phase de run, souvent ce qu'on voit, c'est que, donc, hop, on va revenir sur 2017, mais donc cette ligne rouge qui est le short term holder realized price, donc le prix moyen d'acquisition des holders court terme, bah, souvent il vient faire support dans les périodes de bull run. Et ce support, en fait, on le voit, il vient juste faire capituler à chaque fois, on vient rebondir et on repart. Et en fait, au moment où on a vraiment pour le coup une surchauffe, bah là le marché part et là on vient les faire souffrir ces personnes-là. Mais souvent, en fait, il faut garder un peu à l'esprit que lorsque on va en dessous de ce short term holder realized price, bah, on inverse la dynamique à court terme. On inverse la dynamique à court terme, on inverse et on rentre dans une période qui est plutôt baissière. Et ça, c'est souvent ce qui se passe. Donc, ça, c'est des choses que nous, on va regarder et qu'on va mettre en avant. Sur les short-term holders, par exemple, là, sur 2020-2021, bah, pareil, on était au-dessus.
et ça, c'était intéressant. Ici, pareil sur le bull run qu'on a connu, c'est ça qui est un peu atypique, c'est qu'on a eu des grosses zones de souffrance qui ont été faites sur ce moment-là en septembre. Ici, pareil, grosse zone de souffrance qu'on a eue. Mais par contre, lorsqu'on est convaincu, et ce que je suis, et qu'on n'est pas allé encore chercher tout ce qu'on avait dans le ventre, lorsqu'on passe en dessous du short-term holder realized price, on est sur des prix qui sont très intéressants d'accumulation. On est sur des prix qui sont ultra intéressants pour aller accumuler des cryptos et aller accumuler des alt pour ceux qui achètent beaucoup d'alt. Et là, on avait des moments qui étaient très intéressants pour aller acheter des assets à forts fondamentaux, parce que les assets avec faibles fondamentaux type low cap, c'est pas souvent les meilleurs moments de les acheter dans ces périodes-là, parce que du coup, si le marché continue à dip, ça devient compliqué. Et là, on a des grosses liquidations. Pareil aussi, il faut se dire une chose, c'est que il faut qu'on reste au-dessus de ce short-term holder realized price, donc les 62 200 en termes de prix. C'est impératif qu'on reste au-dessus pour confirmer cette dynamique haussière et puis qu'on reparte à court et moyen terme sur une dynamique haussière. Là, on est repassé au-dessus. Bon, le prix, là, on a un jour de latence, on est reparti un petit peu aujourd'hui. Mais il faut impérativement qu'on reste et qu'on rebondisse sur cette short-term holder realized price pour continuer sur cette dynamique haussière qu'on a court terme, moyen terme pour le marché et pour qu'on continue à voir des belles choses arriver. Donc ça, Le, c'est un petit peu un indicateur qui est intéressant. le MVRV, c'est sur des gains et des pertes réalisés là, et pas l'attente comme Alors le après, le SOP, MVRV, hein. c'est une deuxième chose, c'est ici. Le MVRV, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est la division entre la market value et la realized value. Voilà, donc c'est La pas market réalisé. value, market value, c'est le prix du marché, donc le prix du BTC, et la realized value, c'est tout simplement le prix d'acquisition moyen des holders. Et donc, du coup, par exemple, je sais pas si tu prends tous les short-term holders, à combien est-ce qu'ils ont acheté en moyenne, tu divises par le prix du marché. Donc, tout simplement, lorsqu'on est en dessous de 1, ça veut dire que ces mecs-là sont en perte. Lorsqu'on est au-dessus de 1, ça veut dire que ces mecs-là sont en gain. Et c'est souvent ça, en fait, que tu vois dans les périodes de bull run, on tape sur les 1 et on repart. Et là, en fait, c'est ce qu'il faut faire de la même manière sur le short-term holder realized price. Bam, tu viens, tu rebondis et tu prends et donc du coup tu continues sur cette phase de run. Donc ça c'est vraiment ce qu'on peut avoir avec le MVRV. Et c'est ce qui est intéressant pour cet indicateur. Indicateur aussi que je regarde beaucoup. Et après, on a déjà fait 40 minutes, mais on pourra rediscuter les différentes questions là-dessus. Mais un indicateur qui est pas mal aussi, que je voulais vous montrer et qui, moi, m'aide beaucoup là dans cette phase-là, Ah, c'est la heatmap. Donc, la liquidation heatmap est ultra importante parce que sur ce run, en fait, sur ces 6 derniers mois, on a juste fait des allers-retours en fait pour liquider les traders. Parce qu'il faut savoir que ce marché, le marché crypto, dans les phases de bull run, il y a une surutilisation des leviers. Et pareil pour tous les marchés. Et quand on arrive en euphorie, il y a beaucoup d'utilisation du levier. Donc du coup, le marché vient souvent liquider ces personnes-là. Parce que forcément, dès qu'il y a trop de gens qui sont d'accord, on vient leur dire OK, on n'est pas d'accord avec vous. Et pendant les périodes en fait de bull run, on laisse beaucoup de liquidités au sud. C'est ces grosses poches jaunes en fait d'effet de levier et de liquidation qu'on a sur le marché, qu'on avait ici, et on en a laissé beaucoup. Sauf qu'à un moment ou à un autre, les shorters, ils reprennent toujours un petit peu leur pouvoir quand le marché est en surgain. Et c'est ce qu'on a eu en fait. On est arrivé à la TH. Là, les shorters ont shorté au maximum. Et derrière, en fait, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu en fait liquider à chaque fois tous les longs qui avaient été positionnés. Et là, on est venu faire souffrir les boules. Et en fait, jusqu'à ce qu'on ait cette énorme liquidation, et on le voit, en fait, là, il y a toute cette ligne jaune. Derrière, là, il n'y a plus rien parce qu'en fait, il y a pas eu beaucoup en fait, de longs qui ont été accumulés ici. On est venu tout simplement les faire souffrir ici, on les a liquidés. Et ça a été quelque chose qui a été assez positif parce qu'on est venu en fait faire le ménage sur les leviers qui étaient beaucoup trop importants. On est venu les liquider ici. Et derrière, on a commencé à repartir et refaire cette belle figure chartiste pour le coup, même si j'aime pas trop, enfin, je suis pas trop un adepte du chartisme, qui s'est formé avec un higher lows, donc un plus bas, plus haut que le précédent. le price Et ça, action c'est qui a ce qui été s'est passé. chirurgical quand même pour aller liquider Ouais, la boîte. c'est fou, hein. Ouais, On a eu vraiment cette mèche de liquidation et bam, après derrière, là, on a liquidé tout le monde, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant à regarder, donc ça, c'est plus sur une perspective, long terme, mais en fait, on le voit, hein, avec ces zones, c'est que là, on a accumulé beaucoup de shorts, en fait, tout simplement et le marché, pour l'instant, il est en train de revenir vers cette zone des alors c'est marrant, j'ai pas le je sais pas pourquoi, il faut que je en fait, c'est réactualise ma juste page. ça doit être les J'ai pas les 72, hop, chose comme ça. je reviens. Si.
Il veut bien me faire voilà maintenant j'ai. En gros, cette zone des 67 000, 68 000 pour moi, c'est la zone la plus probable à venir chercher. Par contre, il y a aussi une autre chose qui est visible sur CoinGlass, mais qui est l'open interest et quelque chose qui pour moi était un peu négatif malgré tout, c'est que on a eu beaucoup, beaucoup de leviers qui se sont ouverts sur le pump qu'on a connu. Alors mince, on va aller directement. Alors en fait, c'est l'open interest. Donc l'open interest, tu peux pas savoir si c'est long ou short, mais en fait, tu sais qu'il y a beaucoup de leviers qui se sont, mince, attends, est-ce que c'est sur CoinAlyse que je fais habituellement? Hop, voilà. Ce qu'on a, c'est qu'en fait, on a eu énormément, en tout cas, de positions à levier qui se sont ouvertes sur ce pump. Donc, ouais, on est quasiment à 19 milliards de leviers en termes de volume qui ont été ouverts, sur le pump qu'on vient de connaître et qui nous a fait plaisir à tout le monde. Donc ça reste des montants qui sont gros. Donc est-ce qu'on n'est pas dans un mood où alors on va essayer d'être un peu plus sur la semaine, mais est-ce qu'on va pas venir en fait tout simplement liquider toutes ces poches qui sont en dessous des 62 000 avant de repartir toutes. Ça reste quand même un peu plus compliqué à prédire parce que le marché ira forcément potentiellement liquider des gens. Est-ce qu'on va continuer ce run au nord et on va aller liquider toutes les personnes qui sont au nord? Et là, si on arrive à liquider les personnes qui sont au 70K, là, ça devient intéressant et on risque d'avoir plutôt un short squeeze qu'autre chose parce que, comme vous le voyez, euh, si on remonte aux 67 000 et qu'on va taper ces 70 000, ces 72 000, là on risque d'avoir un short squeeze et vraiment repartir sur un bull run et là un bull run qui sera confirmé. Pour l'instant, voilà, sur du court terme, c'est toujours Je me très dis difficile. Dis-moi, pardon. je me dis un gros palier de liquidation comme ça, les whales vont chercher à les exploser, quoi, même pas l'atteindre. Ah Ils vont oui. chercher à l'exploser Là, pour les détruire. c'est la bataille bear bull qui est en train de se faire et qui se fait tout le temps en fait. Et bien sûr, le but pour les bulls là qui ont repris la main depuis une semaine, c'est d'aller les liquider ces personnes-là. À Mais moyen bon, long il n'est terme, pas dit. on est aimanté par ces 70K, quoi. Voilà, ça forcément, moyen long terme, on va y monter, on va venir les détruire. Et ce moment-là activera, pour moi en tout cas, le vrai bull run. Et se dire, voilà, se dire que là, actuellement, on reste, même si ça fait plaisir, on reste dans une part d'incertain. Il n'est pas dit que ça y est, on est déjà reparti. Peut-être qu'on le sera, et trop bien, et c'est pour ça qu'on est tous positionnés sur ce marché. Par contre, dites-vous qu'il y en a encore il y en a encore derrière, et vous pouvez ne pas vous mettre à 100% en risque dans ce marché en vous disant que potentiellement, il peut y avoir des moments intéressants. Et s'il part et que vous n'êtes pas positionné, c'est pas grave, vous êtes déjà positionné. Donc c'est le fait de ne jamais regretter en fait ses choix dans la crypto pour avoir une gestion du risque qui soit rationnelle selon l'investisseur que vous êtes. Si vous êtes le plus gros des gènes et que vous avez voilà, de l'argent à cramer et que vous n'avez rien à foutre, oui, allez-y, prenez des risques. Si vous avez un peu plus d'argent ou vous voulez un peu plus faire de la gestion du risque, là, ça devient intéressant de commencer à avoir ce type de perspective et d'analyse sur le marché. Ouais. Donc à court Donc terme, il y a voilà un beaucoup petit de peu. cas qui sont chopables, quoi. En fait, ça peut être chopable, il faudra vite repartir au-dessus, il faudra vraiment que ce soit juste une mèche de liquidation parce que sinon, en fait, on repart dans ce que je disais tout à l'heure et il ne faut pas qu'on aille en dessous des 62 500 sur le short term holder realize price parce que ça pourrait en fait tout simplement faire continuer cette perspective baissière à court moyen terme et c'est pas ce qu'on a envie de voir si on a envie de voir le marché repartir. Sinon, on risque pas d'avoir ce que tout le monde prédit de cette fin d'année magnifique si on part en dessous des 62 000. Euh, En tout cas, bien franchement, pas juste une liquidation en dessous des 62 000. Donc voilà un peu où on en est. C'est pour ça que je dis, ouais, certes, le rebond était sympa. Il était prévisible parce que on avait les short-term holders qui étaient en train de souffrir de plus en plus et le marché, voilà, il va quand même toujours. C'est une question de probabilité. Donc le fait que les short-term holders, comme on le voyait, souffraient beaucoup, il y avait une probabilité qu'on aille faire un rebond. Maintenant, il faut que ce rebond soit confirmé et qu'on part sur une phase de run. Il y a quand même beaucoup de Donc voilà un peu le tout sur, j'en ai fini en tout cas avec les indicateurs que je voulais vous montrer. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions en particulier sur des indicateurs. Moi, il y en a une que je vais te poser ces deux indicateurs qui vont souvent ensemble, c'est le MVRV et le SOPR. Ouais, Comment les distinguer, ça je connais, mais comment t'expliquer comment on les distingue?
Et ensuite, pourquoi, par exemple, est-ce que c'est des indicateurs que tu vas voir, par exemple, le SOPR? Et dans quel cas? Parce que c'est un indicateur que je vois beaucoup passer, l'indicateur on-chain, le SOPR. En vérité, moi je suis je préfère le MVRV, D'accord. dans ma manière de faire. En fait, j'essaye toujours de enfin, se dire, ça reste un peu la même chose, dans la mesure où tout simplement, c'est des ratios, où on va venir regarder à la fois, le prix du marché et le prix en tout cas réalisé, et ça revient un peu au même que le MVRV. Il y a des gens qui sont de l'école: «Je préfère MVRV, SOPR». En soi, moi je le vois un peu comme la même chose. Lorsqu'on passe au-dessus de 1, c'est des moments où le marché il est en profit, et donc du coup sur toute la supply existante, on est au-dessus de 1, c'est intéressant, ça veut dire qu'on est sur des phases de bull run. Lorsqu'on arrive voilà, au-delà des 1,2, entre 1,4, bah là on est sur des zones de surprofit. Lorsqu'on est en dessous de 1, ça veut dire que le marché est en capitulation. Donc c'est des moments où on a souvent des zones de bottom qui sont pris. Voilà. Pour moi, c'est relativement pareil que le MVRV. J'ai choisi mon camp, je préfère le MVRV. Et il faut aussi choisir ses indicateurs, parce que trop regarder d'indicateurs devient moins intéressant, quoi. Ouais. Donc toi, tu utilises au quotidien, c'est les 4-5 indicateurs que tu nous as présentés que tu utilises. Ouais, que j'utilise beaucoup, soit long terme, soit court terme, c'est des choses que j'utilise. Et après, bah, tout à l'heure, on parlait de Glassnode, que j'utilise, mais au final, avec Check on Chain, honnêtement, il y a vraiment énormément de choses, et ça me fait de plus en plus me dire qu'avec Check on Chain, et Check on Chain, en fait, ne restera pas gratuit, ad vitam aeternam. Ouais. Ça aussi, faut se le dire. Check on Chain n'est pas, n'est, enfin, et en tout cas de ce que les rumeurs disent, bon, ça fait longtemps que ça le dit, mais doit passer payant à un moment ou à un autre. Donc voilà, profitez de ça. Et par contre, si on n'a pas Check on Chain, ouais, Glassnode sera la solution. Mais pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de choses. Tu as à peu près un jour de latence, donc c'est pas non plus énorme. Quand moi, l'analyse on-chain, je la fais pas vraiment à très 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 court terme. De toute façon, très 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 court terme, c'est du trading, c'est pas ce que je fais. Moi, j'investis plus spot, low cap. Ouais. Donc non, c'est pas mon focus. Donc, toi, tu regardes plus des comportements. Est-ce que tu regardes beaucoup le court terme, du coup? Tu regardes vraiment. Le court Bah, le court terme, si, le court terme, en fait, que je regarde, c'est les short term holders que je regarde. Ça, c'est du court terme, à la fois avec couplé avec le MVRV, ou couplé avec est-ce qu'ils sont en profit ou non. Ça, c'est le court terme que je regarde sur l'analyse on-chain. Et après, bah, tu as l'analyse micro que je fais, où là, je vais venir traquer des gros portefeuilles. Et ces gros portefeuilles-là qui font du profit, bah, là, je vais regarder ceux dans quoi elles investissent, et je vais regarder la nature de ceux dans quoi elles ont investi, pour voir si c'est des plays qui sont plutôt court, moyen terme, sur des mêmes coins, sur de la low cap. Et là, c'est un peu différent comme game. Ok. Et du coup, justement, Donc pour faire voilà. la transition parfaite, vu que tu regardes ce que font les gros portefeuilles, est-ce que tu as repéré, tu as des petits alphas à nous donner, est-ce que tu as repéré des choses intéressantes sur les derniers jours, sur Bah, quoi pour les derniers jours, je vais vous montrer un petit peu, hein. Hop, donc on repart là-dessus. Donc le ça, c'est le Quasar, c'est le Squazar du club coup. d'investissement. Je te laisse le présenter rapidement, peut-être, pour, Ouais, même si on a fait une présentation bah, super aboutie la fois précédente, ça ouais, va valoir le coup. en gros, le Squazar, pour vous expliquer, c'est vraiment un accompagnement d'investisseurs qui vont être plutôt, nous, notre target type, ça va être des personnes avec un certain capital et plus matures, dans lequel nous, on a vraiment une partie spécialisation on-chain et low cap. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de l'écosystème. Et après, on fait beaucoup aussi de tout ce qui va être levée de fonds. Donc on met en lien les investisseurs avec des projets qui n'ont pas encore sorti leur token, et on monte ensemble sur des levées de fonds, et on vient participer donc du coup à ce qu'on appelle des private sales ou des pre-sales, suivant ce que les gens ont. Mais ça, c'est vraiment tout notre écosystème dans lequel on travaille beaucoup. Donc moi, Ryan, que vous connaissez, Crypto Fuego, Cryptogether aussi, qui est Nicolas, que vous avez dû voir sur Wen, et que vous connaissez sur Twitter. Et on partage vraiment beaucoup, beaucoup de valeur sur cet écosystème de recherche, et notamment qui est repartagé. Donc il y a toutes les alertes Cypherwhale, donc mon SaaS d'analyse on-chain, qui repartage les alertes. Et pour ce qui a été en fait de ces derniers temps, en fait, ce qui s'est beaucoup passé sur les whales qu'on traquait, c'est que bah, il y a eu l'explosion du Nairo. Suite à l'explosion du Nairo, il y a eu une vibe d'explosion de chiens et de chats qui s'est opérée sur le marché. Et dernièrement, bah, sur des coins qui ont fait des belles performances,
On a eu notamment le Dogo, qu'on a eu assez tôt, le Dogo, qui a fait là une petite baisse, mais sur lequel on a pris vraiment en fait, on a eu l'alerte qui était ici Ah et ouais. on a eu l'alerte ici, on a pris quasiment un x6 sur le Dogo. Pareil pour le Hana qui là aussi a pris bah, forcément, hein, parce que faut se dire aussi une chose, c'est quand on est sur ce type de mème, c'est des mèmes qui sont sur une narrative ultra court-termiste. Donc là, on est sur des quelques jours de latence. Pareil pour le Hana qui a fait un joli petit run. On a fait un x3 sur l'alerte. Là, actuellement, il est revenu sur les deux M, mais on est à peu près rentré ici. On a eu ouais, un x3 ouais, qui a été fait. Et là, tu vois, pour le coup. Pardon? 18 millions de volumes en 24 heures. Ouais, non, mais là, il y a eu en fait, ça a fait un beau run 2x3 qui a été explosif en quasiment un jour, même pas, et après derrière un deuxième run. Mais là, pour le coup, ce qui est assez négatif, après les whales rachètent ce point, donc ça peut être intéressant quand même. Mais ce qui est assez négatif, surtout en figure chartiste, c'est que là, bah voilà, on a eu un peu un double top, zone de rechargement de short, c'est reparti. Est-ce qu'on n'a pas eu des prises de profit qui ont été faites à analyser plus en profondeur, et je ne l'ai pas fait avant, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi là-dessus. Ça, on a eu aussi un qui hier, qui a bien performé sur hier. Bon, ça a performé aussi en un jour. C'était le Ethereum Doge qui a bien performé. On a eu l'alerte à 2 millions de market cap, pareil. On a eu l'alerte ouais, qui était à peu près ici à 2 millions de market cap. Et on est reparti, on a fait un x3 là sur les derniers jours. Donc voilà, c'est un peu le genre d'alerte qu'on a eu, mais c'est du très court terme, donc c'est pas de l'alpha plus long terme Un mec qui que vient je de peux poser donner. 13K, hein. Oh non, non, mais il y a des gros volumes hein, sur les alertes que Cypherwell souvent sort, parce que ça reste des gros wallets que je suis et qu'on suit, et donc du coup, bah, ça sort quand même des gros volumes en règle générale. Donc là, en ce moment, Sur ça, tu vois de l'agitation côté même, quoi. ouais, énormément. Beaucoup d'agitation côté même, même de chiens, même de chats. On avait eu le 4E, 4 avec un E, donc c'était un peu le Doge, mais version chat. Le 4E. Après, à plus long terme, moi, ce que je vois accumuler bah, en termes de meme coin, il y a le PP et le Doge qui est beaucoup accumulé par la smart money. Le FET aussi, qui a beaucoup été accumulé par la smart money dans les dernières 48 heures. Le FET pour des tokens un peu plus mid-cap, et là, je peux me mouiller en disant qu'il y a une horizon qui est plus long terme. Là, c'est plus des coins sur lesquels on est sur des market cap entre 2 à 5 millions. Et donc, du coup, bah, ça, forcément, faut prendre son risque en considéré, quoi. On est sur des coins qui peuvent aller très vite, avoir des belles performances, mais qui peuvent aller très très vite. Donc voilà un peu le tout. Je vais devoir partir Yes. parce que voilà, j'avais une heure. J'espère que tout le monde a bien kiffé. N'hésitez pas si vous avez des questions, même à m'envoyer sur Twitter, sur les différents canaux. Et voilà, et vous savez où me retrouver. CypherDegen sur Twitter. Yes. Hop, je suis ici, vous pouvez me retrouver là. Et voilà. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit le tracking, etc., venez en DM avec grand plaisir, on pourra en discuter. Yes. Hésitez surtout pas. N'hésitez pas aussi à aller follow le. C'est quoi le compte de Squazar? Là, actuellement, on a lancé le compte de Squazar qui sera plus sur la partie capital, donc la partie levée de fonds, et Squazar, donc c'est Squazar Capital que vous pourrez suivre pour voir un petit peu les levées de fonds sur lesquelles on travaille. Et ça, n'hésitez vraiment pas à aller dessus. Yes. Eh ben, nickel. On va terminer là-dessus. Donc, bah, nous, on se retrouve avec Sacha dans 15 jours, hein. Je vous confirmerai la date, mais ça devrait être même heure, je pense, dans 15 jours. On vous confirme ça avec Sacha. Le live sera uploadé d'ici fin de semaine sur YouTube. On vous tiendra au courant. N'hésitez pas à y retourner. Je vous mettrai ça sur Wen. N'hésitez pas, bien sûr, à aller follow Wen, le compte Twitter, WenTV, wentv.io. Et puis, on va terminer là-dessus, en tout cas. Prochain rendez-vous avec Wen, c'est demain. Demain, on a un live des gènes, donc qui s'annonce pas mal du tout. Il n'était pas prévu, mais on vous l'annoncera aussi sur le compte Wen, donc restez bien au courant. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, sous le live, on les remettra à Sacha pour la semaine prochaine. On vous remercie pour votre présence. Près de 400 personnes, donc c'était plutôt cool. Merci à tous. Et puis Sacha, on se retrouve très vite. Ok, bye et à la prochaine, merci beaucoup. Ciao, Ciao ciao. tout le monde. Salut.